vous propose de commencer le grand tour de ce midi où le docteur Séraphine va nous faire part de son expertise particulière dans le domaine de l'addictologie et en particulier les problématiques d'accoutumance à l'alcool. Et je lui cède la parole. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour votre intérêt par rapport au sujet. Euh, moi, je suis interniste et j'ai fait ma formation en alcoolologie il y a quelques années. Et c'est vraiment une passion qui m'a conduit à la prise en charge des patients avec une problématique d'alcool. Donc, j'ai une compréhension assez superficielle par rapport aux autres addictions, mais je vais essayer de vous donner une vision globale de ce qui est finalement une addiction avec ou sans substance. Et donc, moi, je fais la médecine interne ici à Delta et aussi, tant que je peux, l'alcoolologie. Et je fais mon activité en alcoolologie surtout à l'hôpital Saint-Luc, à l'unité d'alcoolologie, l'unité 74. Et une partie de mon exposé va aux rencontres aussi de mon expérience et de mon travail à Saint-Luc. Et donc, on va passer tout d'abord pour essayer de comprendre ce qui est finalement une addiction ou une dépendance ou un trouble dosage avec et sans substance, qui sont les nouveautés dans le monde de la classification. Avant, on parlait de ICD-10 et DSM-4, ils sont actualisés. Quelles sont les principales nouveautés dans le monde des neurosciences qui expliquent ou qui essayent d'expliquer un petit peu mieux la neurobiologie des addictions. Après, on entre un peu dans des choses un peu plus particulières auxquelles je dédique un peu de temps. Donc, je vais vous parler de l'axe gut-brain axis, qui est assez, je pense, à la mode dans plusieurs domaines de la médecine et aussi dans le monde des addictions. Donc, on va parler un peu de microbiota intestinal et des neuropeptides intestinaux. Je pourrais pas éviter de parler de prévention et d'intervention, bref, parce que je pense que c'est là que réside l'efficacité de la prise en charge de ce type de pathologie. Le cadre légal, les nouveautés au niveau du traitement, et puis en dernier mot, juste pour vous présenter un peu ce que je fais en consultation d'alcoolologie tout court. Alors, c'est quoi finalement un trouble dosage d'une substance? C'est toujours l'interaction de trois domaines principaux, le domaine de l'individu, le domaine de l'environnement et le domaine de la substance. Avant, on avait une vision beaucoup plus unilatérale, c'était la substance qui était le problème et nous dévions de plus en plus de la compréhension des addictions. Tout le monde peut devenir addict dès qu'il soit dans un environnement qui est propice à l'addiction ou qu'il y a suffisamment de disponibilité de substances ou par exemple qu'il y a des moments de la vie, des événements de l'histoire de leur vie que met plus en danger. Et donc, de plus en plus, on parle de influence de l'environnement et de la génétique, parce qu'il y a une énorme charge génétique qui prédispose ou qui est responsable pour des mécanismes que nous appelons de neuroadaptation. C'est quoi? Les modifications par usage de plusieurs circuits au niveau cérébral qui vont rendre la personne de plus en plus susceptible à développer une perte de contrôle. Et je souligne cette idée de perte de contrôle parce que ça va être toujours au centre de la question des dépendances. Et donc la dépendance, finalement, c'est quelque chose de très fluide, de très évolutif, qui va évoluer sur 20, 30 ans de consommation. Ça dépend un tout petit peu des substances. Alors, on parle d'une maladie chronique qui aura des moments de compensation, de stabilité, avec des périodes de acutisation, ce qu'on appelle les rechutes. Donc, en termes de classification, les nouvelles classifications considèrent déjà comme maladie des substances, les addictions, pardon, les dépendances sans substance, c'est-à-dire les comportements compulsifs
qui empêche la personne de résister à faire un certain geste. Alors, on peut se dire que, à part les substances, n'importe quel comportement dans notre vie peut bien devenir un problème. Donc, au niveau des substances, je pense que vous connaissez tous, et elles ont tous un potentiel addictogène, comme l'alcool, la caféine, le cannabis, les opiacés, le tabac, les hallucinogènes. Les hallucinogènes, on parle aussi des psychédéliques là-dedans, les inhalants, les stimulants, les sédatives comme les benzodiazépines ou d'autres non classifiés parce qu'il y a toujours des nouvelles substances qui apparaissent jour à jour. Donc, dans des comportements addictifs, il est déjà une maladie classifiée, bien décrite comme la maladie d'addiction au jeu, mais il y a d'autres qui sont en train d'apparaître et d'être acceptées comme étant des dépendances, comme par exemple dépendance à l'Internet, au travail, workaholic, tout le monde a déjà entendu, au shopping, mais finalement, on peut devenir accro à tout et à rien. Ça dépend un tout petit peu de notre rapport avec la substance ou avec le comportement. Donc ici, pour faire la différence entre les deux classifications, l'ancienne divisée par rapport à la substance alcool, elle divisée en abus et en dépendance. Et ce que la nouvelle classification vient mettre son accent sur, c'est sur cette idée de sévérité fluide. Et donc, nous ne parlons plus d'abus ou de dépendance, mais plutôt de troubles d'usage d'alcool ou troubles d'usage d'une autre substance. Et on va les classifier en trois niveaux, léger, modéré, sévère. On peut dire grosso modo que le léger correspondait à l'abus, et léger, modéré à l'abus et le sévère à la dépendance. Euh, on est en train aussi de changer un tout petit peu les termes, donc on parle un peu, on utilise un peu les mots addict, alcoolique, accro, dépendance. Et donc, on sait que ce sont des mots avec une énorme charge de stigmatisation et qui imposent une certaine barrière aux soins et même en termes d'approche du patient. Quand il écoute ce mot, ça le met un peu à mal. Je dois peut-être juste interrompre sur ce point. Est-ce que les alcooliques anonymes devraient changer de Changer de nom? nom, alcoolique, trouble de l'alcoolique anonyme, trouble de l'alcool anonyme, ça pourrait. Et donc la dépendance aussi, c'est un terme pas très correct parce qu'on peut développer une dépendance sans nécessairement avoir une réaction d'addiction avec la substance. On peut développer une dépendance, par exemple, aux substances opiacées parce qu'on a une douleur aiguë, on a trop utilisé, il va falloir faire un dégressif. Donc, c'est quelque chose très caractéristique au produit, à la substance, sans avoir forcément nécessairement une rédaction de dépendance. Et donc, on utilise pour cela ce nouveau terme, substance use disorder, disorder comme trouble de la dépendance. Et donc, la classification DSM-5 nous présente 11 critères et ces critères correspondent à la perte de contrôle, qui est une des caractéristiques plus importantes pour dire qui on est en présence d'un comportement d'un trouble d'addiction. Des conséquences au niveau social, la personne qui consomme en dépit de ses relations interpersonnelles ou qui n'a plus aucune motivation pour autre chose dans la vie que la substance, les patients perdent énormément de temps à s'imaginer, à planifier comment stocker, comment s'acheter, comment cacher leur substance. C'est quelque chose de très intrusif dans leur vie et même en dépit de ça, c'est que ça qui rend la motivation active. Et donc, des autres critères qui reflètent un usage à risque pour sa santé physique, mais aussi psychologique. Et puis, les critères plutôt pharmacologiques des dépendances nous utilisons, qui est bien le syndrome de sevrage, donc les symptômes de manque en absence de la substance, et le besoin de recevoir un traitement pharmacologique pour en éviter. Ceci, c'est la même chose pour d'autres substances, elles sont très, très, très pareilles. Et donc, on va classifier ce trouble en léger, modéré ou sévère si nous avons jusqu'à 3, 4 ou 5, au-delà de 6 critères de sévérité. Un point, donc,
avant, on parlait de dépendance psychologique et de dépendance physique. Euh, c'est tout à fait oublié cela parce que ça peut quand même être important en termes notamment de sevrage, avec le risque plus important de sevrage si c'est une dépendance physique. On parle toujours de dépendance physico-psychologique encore. Pourquoi? Parce qu'il y a ces critères. Certains sont plus ciblés à la dépendance physique, certains sont plus ciblés à la dépendance psychologique et d'autres plutôt dans le domaine social, par exemple. Et donc, c'est toujours important de faire cette différence entre dépendance physique et psychologique parce que, effectivement, quelqu'un qui a une dépendance physique va avoir besoin d'un traitement de substitution. Quelqu'un qui a une dépendance, qui n'a pas de dépendance physique a sûrement une dépendance psychologique, mais il y a un changement sur l'attitude thérapeutique à suivre. Et tant qu'on parle de classification, c'est impossible de parler de classification si on ne parle pas de chiffres et des choses objectivables. Donc, même si à un moment donné, quand on travaille avec des dépendances, la quantité en soi n'est pas très importante, vu que nous avons déjà attendu le petit triangle au-dessus de la pyramide, mais c'est quand même important de parler en termes de quantité sur l'aspect plutôt santé physique et psychologique. Nous reconnaissons actuellement comme consommation à moindre risque 10 unités par semaine. Et ces 10 unités sont bien le seuil que toutes les études plutôt orientées vers le cancer et la prévention du cancer décrivent comme des quantités que notre corps sait, entre guillemets, se débarrasser sans trop causer de risques cancérogènes. Euh, mais c'est aussi en train de changer parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'unité consommée d'alcool sans risque. Et donc, voilà, on est de plus en plus strict en termes de cancer et prévention du cancer, mais ça reste quand même d'actualité, de 10 unités pour les hommes et pour les femmes, même si dans certains endroits, on parle plutôt de 14 unités pour les hommes. Nous préconisons aussi 2 jours par semaine sans alcool. Donc, ça veut dire que ces 10 unités seront casées en 5 jours de la semaine avec 2 jours sans alcool. Et moi, je rajoute toujours que ces 2 jours doivent être consécutifs. Pourquoi? Parce que la dépendance physique, le syndrome de sevrage, va parfois se manifester au 2e ou au 3e jour de l'abstinence. Et donc, un patient qui fait 1 jour d'abstinence par semaine, il va me dire qu'il s'est arrêté quand il veut. Mais si par contre, je lui propose qu'il fasse 2 jours d'affilée, il va peut-être ressentir certains symptômes de manque que ne se manifesteraient pas s'il ne faisait pas 2 jours d'affilée d'abstinence. Pour la question, mais 10 unités. Excellente question. Les unités. Donc, une unité. Et les verres sont comment? Une unité d'alcool standard équivalent à 10 grammes d'éthanol pur. Et nous avons 10 grammes d'éthanol pur dans 25 centilitres d'une bière à 5%, 10 centilitres de vin, plus ou moins 12%, et 3 centilitres dans l'alcool, whisky, vodka, rhum. Donc, une unité correspond à cela. Alors, nous parlons de consommation à haut risque quand il y a une quantité au-delà de ces seuils, sans conséquence pour le patient, ni au niveau physique, ni psychologique, ni sociétal, ni travail, ni relations interpersonnelles, etc. Et au top de la pyramide, nous avons une consommation d'alcool, et c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, la quantité n'est pas très importante, mais souvent la quantité est au-delà des 10 unités. Mais ce qui est très important de repérer sont bien les conséquences dont je vous ai parlé. Et ça, il y a une importance aussi au niveau du projet thérapeutique parce que quelqu'un qui a une consommation à haut risque, l'objectif sera bien évidemment de travailler sur sa motivation pour une diminution de la consommation à bas risque. Mais par contre, quelqu'un qui a une dépendance en trouble d'usage d'alcool, l'objectif, ce ne sera plus, en tout cas sur le long cours, de diminuer à moindre risque, mais une fois que nous avons développé une dépendance, l'objectif thérapeutique est bien l'abstinence totale sur le long cours. Ceci dit, parce que je vous ai parlé des circuits cérébraux qui sont changés, quand on parle de neuroadaptation, et jusqu'à présent, on sait que cette neuroadaptation, elle est en grande partie irréversible. Donc, une fois que plusieurs circuits sont endommagés, le dommage s'accumule, il n'est plus réversible, il n'y a plus la capacité de contrôler sa consommation d'alcool. Mais
en termes de santé physique et psychologique, la moindre diminution, ne fût-ce que de 1 verre, c'est déjà très important. Donc voilà, sur le court terme, on travaille sur la diminution. Sur le long cours, on va travailler surtout sur l'abstinence totale. Alors, ce que nous connaissons en termes de neurobiologie de l'addiction nous arrive surtout par des études des modèles animaux. Il nous arrive surtout dû au développement de certaines techniques d'imagerie cérébrale comme le PET scan et la résonance magnétique fonctionnelle. Elle nous permet d'avoir des chouettes images avec des neurotransmetteurs qui sont plutôt allumés dans une région ou autre du cerveau et qui sont allumés sur une stimulation. On applique des tests neuropsychologiques qui va déclencher une libération de dopamine, par exemple, dans le cortex soit préfrontal, soit au niveau des noyaux profonds. Et il y a aussi des études très intéressantes avec du Genome-Wide Association Studies, donc de GWAS, où on va tracer des SNPs pour identifier entre différents individus dans une grande population quelles sont les particularités pour les patients alcoolodépendants. Donc, n'importe quelle substance va avoir un récepteur au niveau cérébral qui va être activé et dans le dernier pas de la chaîne des addictions, va produire un boost de dopamine qui va renforcer la prise de la substance. Toutes ces substances vont avoir une influence sur ces 4 récepteurs principaux. Les neurotransmetteurs, glutamate, c'est bien le principal excitatoire. Le GABA est le principal inhibitoire et c'est celui qui est plus impliqué dans la dépendance à l'alcool. Et la dopamine, qui est bien notre hormone du plaisir, de la récompense, de la joie, si vous voulez. Donc, en termes d'imagerie cérébrale, nous avons plus ou moins identifié 4 circuits principaux responsables pour tous ces mécanismes. Ils sont surtout au niveau du plaisir et de la récompense. Ceci que vous voyez en mauve. Donc ici, au niveau des noyaux profonds de nucleus accumbens, il est très important au niveau des relâchages de dopamine quand notre cerveau reçoit une substance addictive ou pas, addictive ou pas, je dis. Et puis, il y aura toujours un contrôle au niveau du cortex frontal et surtout préfrontal qui va exercer sur cette activation de dopamine, en effet, de raisonnement. Donc, on appelle ça notre super ego qui va avoir, en effet, de contrôle qui est fort démuni chez les patients dépendants. Et puis, au niveau de l'amygdala et de l'hippocampe, c'est très important parce que c'est là que nous allons stocker tout ce qui est information de notre apprentissage et aussi de la mémoire. Aussi de la mémoire en rapport avec nos émotions. On va toujours garder une mémoire associée à un certain élément, une certaine substance qui est en soi associée à une émotion positive ou négative. Donc, c'est pour ça que c'est très important, cette relation. Et donc, finalement, quand on consomme n'importe quelle substance, mais ici, je parle plutôt de l'alcool, pendant la période d'intoxication, il y a un relâchage de dopamine qui va activer les centres du plaisir et de la récompense et qui est associé à des émotions plutôt agréables. Par contre, dans le cerveau de consommation d'un consommateur chronique, dès que la dose de la substance commence à diminuer dans leur cerveau, il y a ce qu'on appelle withdrawal syndrome, le syndrome de sevrage qui commence. Et ces patients vont être particulièrement sensibles à tout ce qui est émotions désagréables liées au sevrage. Après, on entre dans la phase de préoccupation, de anticipation, de préoccupation, comment je cherchais la substance et de anticipation du plaisir obtenu par la substance. Donc, vous voyez que parfois, on ne parle même pas de substance. La substance, elle n'est plus présente, mais il y a ce rapport avec les émotions associées à la substance qui sont très, très, très importants au niveau de la rechute. Et donc,
Ici, c'est le rapport entre ce qui se passe au niveau de la neurobiologie du cerveau et ce qui correspond à une activité de recherche de la substance. Ce slide, je ne vais pas rentrer trop en détail, c'est juste pour vous montrer qu'il y a plein de gènes qui sont actuellement sous étude comme des gènes responsables pour des manifestations neurobiologiques liées à la consommation, mais aussi certaines enzymes qui sont responsables pour la digestion des substances, comme par exemple des hydrogénases au niveau digestif, de métabolisation de l'alcool. Et donc, tout cela sont des gènes qui vont déterminer une susceptibilité très individuelle pour chaque personne. Donc, tout le monde peut consommer, mais ce n'est pas tout le monde qui va devenir dépendant. Et ça, la génétique peut bien être à l'origine de ce problème. Et on voit que ce sont surtout des gènes, tous ce qui sont ici montrés au niveau du cortex préfrontal et du cervelet. Alors, nous entrons plutôt dans les conséquences fonctionnelles du cerveau. Donc ici, je ne montre pas des conséquences au niveau structurel parce que tout le monde connaît les vieuses études post-mortem ou des vieuses études de scanner cérébral montraient une atrophie globale de tout le cerveau. Et donc, c'est ça effectivement qui se passe au niveau macroscopique, mais puis au niveau du fonctionnement, ce qu'il va avoir, c'est un dérèglement de la récompense, du contrôle avec beaucoup plus d'impulsivité et de la régulation émotionnelle. Cette image ici montre des études neuropsychologiques qui sont en étude, qui est l'étude de Posner modifiée, qui va être accouplée à la résonance fonctionnelle. Et à ce moment-là, on voit que les patients alcooliques sont beaucoup plus sensibles à tout ce qui est des pistes à la consommation en rapport avec l'alcool. Si on présente une soft ou un verre de lait, ils ne vont pas avoir une activité cérébrale assez stimulée comme pour des patients alcoolodépendants, et ceci même à distance de leur sevrage. Donc ça persiste, même à distance de plusieurs mois, voire des années de abstinence. Ils sont aussi des personnes qui sont plus aptes à prendre des risques, pas aptes, mais ils sont plus disponibles à prendre des risques et ils montrent une impulsivité sur leur comportement. Et donc, ils vont avoir beaucoup plus de difficultés à s'adapter et à arrêter une activité une fois qu'elle est démarrée. Au niveau de la régulation émotionnelle, de la perception des émotions, ils sont quelqu'un beaucoup plus susceptible à mal interpréter notre expression faciale. Ils sont très sensibles à tout ce qui est expression intermédiaire et ils vont, qui n'est pas très joyeux ou qui n'est pas totalement fâché, ils vont interpréter toutes ces nuances d'expression faciale comme de la colère, par exemple. Et on voit ici que ce patient, ces patients ici contrôlent quand ils sont exposés à des images de joie, leurs noyaux profonds sont bien allumés. Quand ils sont exposés à la colère, ils vont activer leur cortex préfrontal pour venir imposer ce contrôle sociétal, si vous voulez, sur la manifestation de la colère. Mais chez les alcooliques, ça ne se passe pas. Son amygdala, si vous voulez, va rester toujours fort activé sans une inhibition de son cortex préfrontal qui va lui dire non, ça ce n'est pas de la colère, c'est peut-être une autre expression, vas-y, va un peu approfondir qu'est-ce que cette personne manifeste. À ce stade-là, à ce stade-là, il a consommé de l'alcool ou bien il est abstinent, l'alcoolique? Ici, ce sont des patients qui consomment. Qui consomme? Oui, consommation active. Au niveau des émotions, encore une fois, et des émotions plutôt, des symptômes plutôt associés à la dépression, qui est très, très, très souvent présente chez les patients avec un trouble d'usage, on va voir avec une consommation chronique des symptômes plutôt dépressifs et anxiogènes qui apparaissent en cours de addiction. La bonne nouvelle, c'est que ces symptômes vont aussi disparaître assez rapidement au moment de leur sevrage. Donc ici, cette image montre
la dépression et l'anxiété à T1. Le T1, c'est le moment du sevrage. Et le T2, c'est à 2 semaines de leur sevrage. Et donc, ils sont toujours plus importants que les patients contrôle à ce moment-là, mais ils ont déjà diminué par rapport à leur baseline. Et donc, ça explique aussi pourquoi c'est très important de donner aux patients le temps de se sevrer d'abord et après évaluer les symptômes de dépression et d'anxiété avant d'aller, par exemple, démarrer tout de suite en traitement antidépresseur ou anti-anxiété. Ceci est très important aussi parce qu'au niveau de la rechute, c'est souvent ces émotions désagréables qui vont être à l'origine de la rechute. Donc ici, vous voyez, les émotions négatives ici en noir et le craving sont fort, fort présents au moment aigu du sevrage. Et puis, ça devient moins important, mais encore à 10 mois à distance de leur sevrage, c'est-à-dire 10 mois d'abstinence, ils sont des patients qui vont subir encore des rechutes, surtout motivées par leurs émotions désagréables comme rencontrer quelqu'un ou une frustration. Donc, ça va rapidement déclencher une envie de consommer. Et c'est parce que ces patients sont très habitués à mettre une distance entre soi-même et leurs émotions. Ils ne veulent pas ressentir leurs émotions. Et c'est normalement la substance qui en permet de supporter ces émotions, soit désagréables, soit agréables. Il y a une énorme difficulté à la gestion des émotions. Et ça, c'est un travail de long cours à faire avec tous ces patients, surtout en post-cure. Et donc ici, de nouveau, de souligner que les émotions d'humeur et la sensation de craving, donc la volonté insurmontable d'aller consommer, sont à la fois la cause et la conséquence de la rechute. Il faut donner du temps. Si vous n'avez pas regardé ce film encore, je vous invite fort à le faire. Donc, je pense que ça a monté vite dans mon top 3 de films les plus intéressants de ma vie. Donc, on parle des émotions et ça, c'est très, très, très important pour comprendre à quel point sont effectivement des émotions qui gèrent notre vie et il faut savoir les régler pour ne pas être non adapté à cette vie de tous les jours. Et chez le patient alcoolique, il y a cette question des émotions, mais aussi de la cognition sociale. C'est quoi la cognition sociale? On va tous faire des représentations de nos interactions et on va garder cette mémoire et on va adapter, on va utiliser ces images, ces représentations de manière adaptée pour qu'on puisse être bien adapté dans nos rôles sociaux. Alors, le patient alcoolique ne va peut-être pas toujours savoir le faire. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important à réhabiliter dans le futur. Au niveau du fonctionnement exécutif, la moitié des patients atteints d'un trouble dosage d'alcool vont avoir des troubles exécutifs qui seront associés ou pas à des troubles de mémoire. Normalement, c'est que des troubles exécutifs et un quart des patients auront un trouble de mémoire et un trouble exécutif associé. Ceci, c'est surtout marqué au niveau de l'inhibition, comme je vous ai déjà dit, parce que nous fonctionnons tous, nos fonctions exécutives, c'est un bloc fonctionnel qui qui sera le produit de cette interaction entre la flexibilité, la capacité d'acquérir de nouvelles apprentissages, mais aussi de inhiber certains comportements non adaptés. Et donc, on va avoir beaucoup moins d'inhibition chez le patient alcoolique. Et donc, voilà, petit résumé de tout ce que je viens de vous dire. Alors, ces patients qui ont des troubles structurels et fonctionnels de leur cerveau, qui vont avoir beaucoup moins de contrôle sur leurs envies et qui vont avoir beaucoup plus d'attirance sur la substance, sont finalement des patients qui vont avoir une énorme difficulté de se souvenir de leur histoire avec l'alcool, une énorme difficulté de repérer des conséquences de l'alcool sur soi et sur autrui, et aussi une difficulté de prendre une décision, de planifier leur changement de comportement. Et en plus, ils jugent qu'ils savent le faire. Donc ça, c'est très, très, très important à
briser ce qu'on appelle le déni de tous ces sphères de difficulté de la personne alcoolodépendante. Ça explique probablement pourquoi le treatment gap est assez grand chez les patients avec une dépendance à l'alcool. Parmi toutes ces maladies psychiatriques, la dépendance à l'alcool a un treatment gap de 92%, c'est-à-dire que on traite 8%, ce sont des 8% des patients qui vont chercher de l'aide. Les autres 92 sont dans la nature sans se rendre compte qu'il y a un problème et on ne va jamais savoir les toucher avec nos interventions. Voilà, je passe à un autre domaine, donc j'attends vos questions. Est-ce que tu sais si pour la génétique, c'est vraiment des mutations génétiques ou si ça concerne surtout de l'épigénétique ou s'il y a les deux? Il y a les deux. Il y a beaucoup d'épigénétique parce que, et je vais parler ça peut-être un peu plus tard dans le traitement avec des psychédéliques, on sait que ça pourrait marcher, par exemple, par des modifications épigénétiques après une expérience avec des substances psychédéliques. Mais il y a aussi beaucoup de gènes qui sont impliqués dans la susceptibilité à la dépendance. Et pour toutes les addictions, est-ce que tu sais s'il y a des travaux qui sont faits ou est-ce qu'on sait s'il y a des facteurs de risque identifiés chez les enfants? Pour que les enfants deviennent troubles d'usage ou troubles du Oui. comportement. Donc, on sait très bien que il y a une association forte, soit à cause de la génétique, soit à la cause du comportement qui est appris, objectivé par leurs parents. Les personnes avec des antécédents familiaux de dépendance sont plus à risque de développer une dépendance. Il y a notamment des groupes de travail en clinique qui s'occupent surtout de ces agrégats familiaux qui vont suivre plusieurs générations, grand-mère, grand-père, parents, enfants, parce qu'on sait qu'il y a si tu vois, si tu veux, une transmission du risque de développer un trouble d'usage. Alors, est-ce que c'est que la génétique? Est-ce que c'est l'apprentissage? Est-ce que c'est le social? Moi, je reviens toujours à mon triangle du début. C'est sûrement les trois. Et puis, si cet enfant, qui est un enfant né de deux parents addicts, il va avoir encore plus de risques. Mais si cet enfant, il est bien élevé dans un environnement qui est accueillant, il va avoir moins de risques de développer, même si ces neurotransmetteurs, ils ont sûrement changé déjà dans leur petite enfance. On sait que des traumas dans leur petite enfance va déterminer la quantité de récepteurs de dopamine, la concentration de dopamine ou des récepteurs de sérotonine et la concentration de sérotonine. Et ça reste très, très, très chronique pendant leur vie. Et les jeux vidéo? Je ne sais rien. Ma réponse honnête, je ne sais pas. Mais justement, à ce propos-là, comme facteur de risque de mésusage à l'alcool, outre les 10 unités par semaine, justement, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre l'âge, puisque en fait récemment, il y a des études, voilà, c'était Royal Belge de Gastro, il y a une neurologue qui a remarquablement montré ça, qui étudie au FNRS à Liège, qui a montré en fait, qui a comparé la prise d'alcool chez les patients qui avaient l'habitude en dessous de 21 ans et après, il y avait beaucoup plus en fait de diminution de l'inhibition en fait des noyaux de la base et de la dopamine quand on commençait l'alcool en dessous de 21 ans. Et plus tard, Plus tard. ça induisait beaucoup plus d'émotivité. Oui. Et donc, l'âge auquel on commence la consommation d'alcool est important. C'est d'ailleurs très, très à risque pour les étudiants qui ont été au cercle de médecine. Oui, oui. Mais Très il y a intéressant. quand même l'âge qui intervient aussi. Et ça a Oui. été de plus en plus montré avec des animaux chez les souris. Très intéressante remarque. Je pense que c'est prouvé que au plus tôt on commence à boire, au plus à risque on est de développer la dépendance. Si on sait que le fameux binge drinking, ça dépend un tout petit peu où on voit les classifications, mais 4 à 5 unités sur un espace de 2 heures avec l'objectif d'atteindre l'ivresse. Le binge drinking, c'est déjà
quelque chose de très précurseur de la dépendance. Ça met les jeunes à risque, surtout parce que on sait que surtout le cortex préfrontal, il va être complètement maturé vers 21, mais parfois les études montrent à l'âge de 25 ans. Et donc, si on commence à boire dans une phase où le centre du contrôle et d'inhibition, il n'est pas du tout maturé, on ne va jamais le laisser arriver à cette phase de maturation et on va augmenter ce risque de diminution de l'inhibition vers son comportement à risque. Donc ça, l'âge c'est est bien un prouvé. facteur de Tout à risque. fait. L'âge de démarrage, c'est important. Et j'écris ça à un moment donné sur mes recommandations pour diminuer la consommation et dans la prévention que je n'aurai peut-être pas le temps de vous montrer. Et c'est aussi d'ailleurs un facteur de risque de fibrose hépatique, parce qu'on fibrose beaucoup plus vite quand on fait du binge drinking, Exact. ce qui explique des cirrhoses maintenant à 25-30 ans chez des jeunes, C'est ça. que quand on boit un petit peu tous les jours. Et aussi parce qu'il y a ce fameux gut-liver-brain axis. Et donc, ça explique aussi pas mal de choses en théorie. Oui. Bonjour. En fait, moi j'ai deux patientes. Moi j'appelle ça de l'alcoolisme mondain. Elles ont, de par leur activité professionnelle, des réceptions. Elles ne savent pas s'arrêter de boire et en dehors de ça, elles ne boivent pas. Est-ce qu'ils rentrent dans ces catégories-là? Donc, le plus important, ce n'est pas exactement la quantité de la substance, c'est son rapport avec la substance. Est-ce que quand on propose à cette personne, moi je suis tout à fait d'accord avec la description de alcoolisme mandant parce que il y a pas mal de consommation sociale qui donne le droit de développer un foie gras, une maladie avec évolution en cirrhose. Donc, il va avoir des maladies du foie avec évolution fibrosante chez des personnes avec une consommation mondaine sociale. Ici, le plus important à essayer de faire comprendre à la personne, c'est plus important que la quantité ou la fréquence en total, c'est quel est le rapport finalement avec cette substance. Est-ce qu'il y aurait moyen de s'en passer d'alcool à chaque fois elle va à une réception? Est-ce qu'il y aurait moyen de limiter sa consommation à 10 unités par semaine? Parce que même si je vais à des réceptions et que je consomme 5 unités à chaque occasion 2 fois par semaine, oui, je suis peut-être pas juste, je suis pas dans les critères de trouble d'usage, mais je suis sûrement dans un critère d'usage à risque parce que je suis au-delà des 4 unités par occasion ou des 10 unités par semaine. Et donc, je pense que le plus important, c'est en fait, essayer de changer ce paradigme très important. Nous avons choisi l'alcool comme notre drogue culturelle. Il est partout, il est très accepté, il est très incentivé. Et c'est ça qu'il faudrait un peu changer la vision que n'importe quelle quantité a un risque. Et nous devons connaître ces risques. Et 10 grammes d'éthanol, c'est quelque chose de très nocif pour le corps et pour le cerveau. Et ici, je fais un petit parenthèse avec mon domaine de recherche à Saint-Luc. Donc, nous explorons un peu ce axe intestin-cerveau en passant par le foie. Et donc, l'équipe de recherche de Sophie Leclerc, avec qui je travaille, a bien décrit dans ses études avec des souris et puis avec des humains ce rapport entre la perméabilité intestinale et les symptômes de sociabilité ou de moindre sociabilité. C'est-à-dire, l'alcool va déranger tout ce qui est microbiota intestinal et leurs métabolites, les métabolites de ces bactéries qui habitent dans notre intestin, vont augmenter l'espace entre les entérocytes, ce qui va permettre la translocation de plusieurs bactéries et de produits inflammatoires qui, en entrant dans le flux sanguin, arrivent à certains moments dans le cerveau et ils ont été décrits comme étant en rapport avec une relation avec une majeure dépression, anxiété et craving chez les patients alcoolodépendants. Nous avons passé des tests, des questionnaires et il y avait une énorme corrélation entre ces questionnaires et certaines familles de bactéries ou certains produits inflammatoires. Donc, après,
la question c'était par quel biais est-ce que ça arrive? On avait décrit déjà dans des études génétiques qu'il y avait ce récepteur GPR 109A qui est localisé au niveau cérébral, auquel le bêta-hydroxybutyrate, qui est en acide gras de courte chaîne courte, short chain fatty acid, qui va se accoupler et il y a une action anti-inflammatoire, mais aussi chez les patients alcooliques, il y aura une inhibition de la kétogène hépatique qui va diminuer alors la production de cet acide gras. Et cette action moindre au niveau cérébral pourrait expliquer cette désrégulation, de dérèglement au niveau émotionnel et des symptômes plutôt liés à la dépression, à l'anxiété, mais aussi au craving. Parce que il va aussi être en rapport avec l'équilibre entre les neurotransmetteurs excitatoires et inhibitoires, donc inhibitoire le GABA et excitatoire le glutamate au niveau cérébral. Donc ici, chez la souris, on a vu qu'il y avait une transcription de certaines gènes quand exposés à un déficit bêta-hydroxybutyrate. Et ces gènes étaient en rapport avec moindre myélinisation, avec un déréglage de cet équilibre entre les neurotransmetteurs et une augmentation de l'inflammation au niveau de la microglie cérébrale. Et chez les humains, il y avait une corrélation importante entre une diminution de bêta-hydroxybutyrate et effectivement les scores de dépression, anxiété sociale, craving et les scores d'intelligence émotionnelle. Et donc, ensuite, parce qu'on voyait qu'il y avait beaucoup de patients ayant subi une chirurgie bariatrique qui étaient à risque de développer une dépendance à l'alcool, il y a plusieurs cohortes qui montrent effectivement cette majoration. Il y a des cohortes qui montrent que 25% des patients post-bypass gastrique vont développer un trouble d'usage d'alcool à partir de 2 ans de distance de leur chirurgie. Et ça augmente avec le temps, et donc 25% aux alentours de 7-8 ans post-bypass gastrique. Et la question serait, par quel biais est-ce que ça arrive? Est-ce que c'est juste une question de changement anatomique? Est-ce que c'est juste une question de transfert de l'addiction? Alors, plusieurs personnes se fixent sur le transfert de l'addiction. Ça pourrait expliquer certaines choses, mais pas tout. Par exemple, le fait que l'alcoolodépendance va s'installer 2 ans après la chirurgie bariatrique et pas tout à fait tout après, alors que c'est le moment le plus drastique de changement de leur alimentation. C'est les tout premières semaines, mois qui suivent le bypass. C'est à ce moment-là qu'ils vont changer complètement leur alimentation, une alimentation solide vers une alimentation complètement liquide au début. Et ça pourrait être le biais d'entrée de l'alcool chez ces patients, mais ça n'explique pas pourquoi la dépendance va s'installer 2 ans plus tard. Et parce que ce gut-brain axis est assez déjà bien développé, bien connu, on se posait la question, est-ce que c'est au niveau des neurotransmetteurs intestinaux qui sont fort changés après une chirurgie bariatrique que ce mécanisme se développe, puisqu'on sait qu'ils vont fortement communiquer avec le cerveau. Donc ça reprend un tout petit peu ce que je viens de vous dire. Donc, on avait déjà, dans des anciennes études, vu que ghrelin et GLP-1 sont très impliqués dans cette communication intestin-cerveau. Et il y a des études qui montrent leur implication dans l'alcoolodépendance et le développement de la dépendance. Et à l'inverse, certaines études qui montrent que avec les mécanismes d'antagonisme de ces récepteurs au niveau cérébral, on avait une diminution du comportement addictif chez les souris. Et donc, notre question ici, c'était est-ce que, parce qu'il y a effectivement ces récepteurs au niveau cérébraux qui sont moins stimulés par moins de nourriture et qui sont plus stimulés par l'alcool, qui s'impose maintenant
comme une nouvelle substance qui va donner des chutes de dopamine, comme je vous ai dit, et renforcer le circuit de la dépendance, alors est-ce que ça pourrait expliquer que c'est à travers ce biais que la dépendance s'installe? Et on a de plus en plus d'arguments pour dire que oui, c'est effectivement à travers un des mécanismes responsables. Et donc ici, ce que moi et cette équipe à Saint-Luc, nous sommes en train de faire, c'est de comparer dans les patients qui sont admis à l'unité pour un sevrage, des patients atteints d'un trouble dosage d'alcool et qui ayant fait une chirurgie bariatrique à n'importe quelle distance de leur sevrage, quelle est la relation entre leurs neuropeptides intestinaux, leur microbiota et leur score psychologique. Et puis, on va les comparer avec les personnes normales, donc normales dites non alcool-dépendants et non chirurgie bariatrique, ce qui a été déjà fait dans le passé. Et on va les comparer avec les patients alcool-dépendants sans chirurgie et des patients ayant subi une chirurgie sans être trouble d'usage d'alcool. Voilà, je n'ai pas de résultats à vous communiquer, c'est à suivre. Ici, notre schéma de prise en charge, donc on va évaluer tout cela à 5 moments, lors de leur première semaine, leur troisième semaine à l'hôpital, et puis à 1 mois, 3 mois et 6 mois quand je les vois en consultation. Et parce que nous avons un schéma très standardisé de prise en charge, tant psychologique que bilan somatique, ça nous permet de bien standardiser tous les examens et tous les résultats pour tous les patients. Des questions? Je pense que j'ai 5 minutes. Avancé, oui. Alors, sur prévention et intervention précoce, je vous ai mis ici ce que l'OMS appelle le 3 best buys pour l'alcool, c'est-à-dire les 3 mesures qui sont efficaces et qui ont un coût assez réduit et qui sont efficaces en réduisant la consommation et les troubles liés à l'alcool, les maladies liées au trouble d'usage d'alcool. Et ceci, je prends comme exemple le prix de l'unité, le prix minime pour une unité d'alcool, qui est une mesure qui marche très, très bien et qui, je vous mets ici l'exemple de l'Écosse, qui a adopté cette mesure il y a plus de 5 ans et qu'en 2023, ont décidé de renouveler leur mesure. Donc, ils ont adopté un prix minimum, c'est-à-dire que 10 grammes d'alcool ne peuvent jamais être vendus à 50 ou 60 centimes. Ça veut dire que une bière à 5%, une bière de 25 centilitres à 5% contient 2 unités d'alcool et ne peut jamais être vendue à moins d'1 euro. Et donc, ça prouve efficace en diminuer la consommation, mais surtout dans la mortalité de ces patients. Il y a eu 13% de mortalité. Il y a eu 4% de réduction des admissions hospitalières en rapport avec ces maladies, mais aussi en rapport avec tout ce qui est accident, trauma, violence, qui est très, très fort motivé par la consommation. Et donc, ils ont renouvelé leurs mesures et ils ont même augmenté le prix unitaire à 65 centimes. Et c'était prouvé que l'industrie de l'alcool n'a pas beaucoup souffert avec ces mesures. Il faut augmenter le prix d'unité. Non. Comme la société qui vend de l'alcool n'a pas souffert, il faut peut-être encore augmenter le prix. C'est comme pour les cigarettes. Oui, pour l'alcool pas cher. Ah oui. Parce que on va jamais s'acheter une bouteille de vodka à moins de 15-20 euros. Une bouteille de gin à moins de 30-40 euros. Et donc, ces bouteilles-là, elles ne souffrent pas avec ça parce que le prix par unité d'alcool, il est déjà très élevé. Mais pour une petite bière qu'on peut acheter à 50 centilitres en demi-litre, ça va coûter beaucoup plus cher. Et ça se montre efficace. Aussi parce que ce sont des gens avec un pouvoir d'achat beaucoup plus démunis par rapport aux autres. Et donc, ça augmente aussi l'égalité d'accès aux soins. Le prix des boissons sucrées aussi. Donc, je n'ai pas le temps de tout explorer, mais j'avais une dia à propos d'une de ces mesures, c'était de diminuer le taux de sucre dans les boissons alcoolisées, parce qu'il y a
une tendance, heureusement, de diminution de la consommation globale, et surtout en Europe, ce qui est très, très bien. Mais ça a donné tout de suite une réaction de l'industrie. Ils sont beaucoup plus agressifs dans leur publicité vis-à-vis les jeunes et les femmes. Et donc, tout ce qui est nouveaux produits alcoolisés est fort sucré pour convaincre les jeunes et pour convaincre les femmes. Ils sont fort coloriés pour convaincre les jeunes et les femmes. Donc, l'industrie, elle répond très rapidement à une diminution de la consommation. Ils sont très, très, très agressifs. Alors, une mesure qui se montre aussi efficace sont des campagnes de réduction de la consommation comme Dry January ou la tournée minérale en Belgique. Je ne sais pas si c'est par hasard que vous avez choisi février au mois le plus court de l'année. Mais ça se montre effectivement efficace. On sait que il y a un impact sur la consommation de ceux qui acceptent le challenge de diminution de la consommation sur les prochains 6 mois. Donc, ça remet en question nos propres habitudes de consommation. On se demande pourquoi est-ce qu'on consomme? Est-ce qu'on a vraiment besoin de consommer? Est-ce qu'on est à 10 unités par semaine au plus? J'avance ici vers le cadre légal. Donc, moi, je suis assez, comment dire, fan de cette diapositive parce que je trouve qu'on est parfois un peu trop strict avec toutes les substances et un peu strict avec le tabac et l'alcool. Et donc, je pense que de trouver le moyen terme de un cadre légal qui puisse mieux réglementer la consommation d'autres dites drogues qui parfois n'ont pas le potentiel addictif comme l'alcool et le tabac et de revenir pas du tout à une prohibition, je suis pas du tout d'accord avec ça, mais à un cadre beaucoup plus réglementé avec moins de dépit pour les gens, pour les consommateurs et consommatrices. Et pourquoi? Parce que si on regarde ce tableau-là, on voit que, ça c'est une étude faite au Royaume-Uni, l'alcool est la substance la plus, si vous voulez, dangereuse pour le consommateur, mais aussi pour leur entourage. Et donc, par rapport à LSD, ou les champignons, ou l'ecstasy, il est beaucoup plus, il fait des ravages beaucoup plus importants que par rapport à ces substances. Bien sûr qu'il y a un effet de consommation pour soi-même, mais il y a aussi un effet destructeur pour tout son entourage familial, travail, enfants, relations de couple et un impact sur l'économie en général. Et donc ici, je vous montre juste le petit exemple de ce qui se passe au Portugal, l'Institut des comportements addictifs et de la dépendance, qui est un des pionniers, en Europe et dans le monde, qui a un peu essayé de shifter ce paradigme, de enlever le focus sur la substance et plutôt de mettre sur les comportements dits à risque ou non à risque. La consommation de la substance n'est pas nécessairement une consommation à risque et la consommation de n'importe quelle substance n'est pas nécessairement une dépendance. Et donc, c'est ça le plus important, c'est la relation entre la personne et la substance plutôt que la substance en soi. Et donc, ça nous permet d'adopter plusieurs mesures de réduction des dégâts qui sont complètement impossibles de mettre sur le terrain aux endroits où le paradigme reste fort axé sur la substance. Comme par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un festival de musique psychédélique au Portugal qui s'appelle Boom et l'université catholique avec cet institut qui est sur l'ambassade du ministère de la Santé, ils font régulièrement, à chaque 4 ans que le festival, à chaque 2 ans, pardon, que le festival se fait, des drug checks. Et donc, ils sont sur place et ils invitent tous les consommateurs à checker leurs produits parce que ça nous permet à la fois d'identifier des nouvelles drogues qui nous apparaissent tout le temps, tous les jours. Et ça nous permet aussi de tester et éviter que des mélanges, des choses pas propres arrivent dans des poumons, dans le cerveau, dans les intestins des jeunes.
et je pense que je n'aurai pas le temps de parler de traitement. Oui, en plus, ça a été un peu triste le traitement. Euh, surtout avant les fêtes, mais écoute, on pourra revenir. Il y a sûrement encore une série de choses à dire, notamment avec les résultats de l'étude en cours. Donc, tu reviendras. Je crois qu'il faut revenir pour le traitement, absolument. Non, c'est vrai. Alors, si vous me donnez 2 minutes, je passe peut-être juste, je sais pas. Oui? Est-ce qu'on Ok, a... allez, allons-y sur le traitement. J'ai aussi commencé 10 minutes plus tard. Donc, il faut considérer la maladie alcoolique comme une maladie chronique avec des rechutes. On a 3 phases de traitement. La phase la plus aiguë, c'est dite la cure, le détox, qui dure 5 à 7 jours et pas beaucoup plus. Après, les 2-3 semaines qui suivent sont la période de récupération de la cure et au-delà de 1 mois, 3 mois, parfois 6 mois, 12 mois, plusieurs années de réhabilitation. Et c'est très important pour les patients récidivants de s'appuyer sur la révalidation cognitive. Donc, il y a des approches pharmacologiques, le soutien psychologique et la psychothérapie qui doit être ciblée à la phase de motivation du patient. Le traitement du sevrage s'appuie toujours sur les benzodiazépines. On reste... Attends, reviens un petit peu Oui, là sur le diazépam. oui. Donc, le diazépam, c'est la molécule préférée pour les patients non cirrhotiques, alors que l'orazépam, c'est la molécule préférée pour les patients cirrhotiques, surtout décompensés et avec beaucoup d'attention, beaucoup de précautions. Ici, je vous mets une suggestion dégressive. Donc, je commence avec 10 mg 4 fois par jour au début, avec des doses si nécessaire. On peut aller jusqu'à 8 comprimés de 10 mg par jour. Au-delà de ça, il faut faire vraiment attention. Il faut une surveillance plus intensive. Et je diminue de 10 mg par jour jusqu'à J5. Donc, ça peut être un peu plus lent, un peu plus rapide. Ça dépend un tout petit peu de la dépendance physique. Et on s'appuie sur les paramètres qui sont l'index de Cushman pour un peu gérer nos doses de diazépam. Toujours bien surcharger charger le patient en vitamine B1, thiamine. Je suggère 60 mg par jour et jamais moins que ça. Bonne hydratation, bon sommeil. Le sommeil est très, très, très important et un régime équilibré. Et donc, on reste fort récidivant. Il faut s'appuyer sur une course sur le long cours. Il faut vraiment donner aux patients le temps de montrer des améliorations. Le traitement pharmacologique reste très peu efficace. Et donc ici, c'est un autre schéma de médiation, de rémédiation cognitive, à part la thérapie cognitivo-comportementale. Un petit mot très rapide pour le traitement avec des psychédéliques. Tout est dans le domaine de la recherche. Il n'y a aucun psychédélique qui a été approuvé pour le traitement des addictions et surtout pas d'addiction à l'alcool. Et donc, le concept, c'est que à droite ou à gauche plutôt, vous avez un cerveau dans un steady state sans psychédélique et à droite, toutes ces connexions synaptiques sont tous liés. Donc, on sait mettre en connexion toutes les régions du cerveau de manière beaucoup plus rapide. Ça veut dire qu'il y a ce potentiel de rewire, c'est-à-dire tout ce qui a été perdu avec des années de consommation, de mettre de nouveau toutes ces régions cérébrales en communication, grosso modo. Je n'ai pas le temps d'entrer en plus de détails. Voilà. Donc, ça, c'est des études avec la psilocybine chez les humains qui diminuent la consommation et le numéro de verre standard. Ici, c'est des images de PET scanner montrant l'activité cérébrale chez des patients ayant subi une psychothérapie accouplée à l'administration de LSD. Donc, ces substances ne sont jamais données sans être associées à un suivi psychologique assez étroit. Voilà. Et donc, dans notre consultation ici au Chirec, moi, je fais le bilan physique du patient. Je souligne l'importance de explorer auprès de vos patients tout ce qui est en rapport avec le syndrome métabolique, parce que très souvent, les patients attendant un syndrome métabolique ont presque toujours une consommation d'alcool importante.
Et au niveau psychologique, de n'oublier de mettre en rapport tous leurs symptômes de mal-être physique, aussi avec de mal-être psychologique, pardon, avec leur consommation d'alcool. Et ça fait partie de toute activité de tout alcoologue ou addictologue, c'est le travail sur la motivation. Et ce travail de motivation se fait à tous les moments de la prise en charge. Et même si le patient a déjà passé par plusieurs cures, il peut avoir encore de l'espace d'améliorer sa motivation au changement. Voilà, et je vous laisse mes petits conseils de lecture. Merci, Anna-Sophia. Oui, alors, Philippe, attends. En pratique clinique, quand même, en hépato, nous, on voit beaucoup de patients qui améliorent leur fonction hépatique ou leur test hépatique en diminuant ou en arrêtant la consommation d'alcool, et puis qui les réaggravent et ils passent d'une ALD, alcoolique fatty liver disease, à une MAFLD, parce qu'en fait, ils mangent plus de sucre. Et je me demandais si c'était pas le même, finalement, le même système neurologique d'addiction au sucre qui remplaçait l'addiction à l'alcool. Est-ce qu'on a des études qui montrent ça que... C'est effectivement un grand classique. Et moi, je dis toujours à mes patients que pendant les premiers 6 mois, je suis assez permissive. Il y a quelque chose de très psychanalytique dans l'association alcool-nourriture. Il y a quand même le plaisir que nous obtenons par la mise en bouche de la nourriture ou de l'alcool. Et donc, il y a quelque chose de très, si vous voulez, freudien. Il y a un transfert d'addiction dans les premiers mois de l'alcool vis-à-vis de la nourriture. Mais il y a aussi tout un, si vous voulez, un catabolisme qui était présent avant le sevrage. Ces patients se nourrissaient d'alcool et que maintenant, toutes ces voies métaboliques sont de nouveau ouvertes et qui savent bien métaboliser la nourriture. Ils redécouvrent un goût à manger. Et donc, avant, ce goût, cette récompense par la nourriture, elle était complètement déviée vers l'alcool. Donc, il y a toute une adaptation. Ouais, donc il faut, c'est ça. Mais il y a certains patients alcoolodépendants avec un trouble alimentaire aussi. Et donc, moi, j'ai 2 patients parmi mes patients de consultation qui ont en effet développé une MAFLD et qui étaient déjà F2 sur une ILD et que 2 ans plus tard, avec 20 kilos de plus, ils sont F4. Et donc, ces patients-là, il faut insister sur la prise en charge de leur comportement addictif vis-à-vis de la nourriture. Mais un patient qui n'a pas de trouble alimentaire de base, je ne pense pas que ce patient va augmenter 20 kilos après un sevrage d'alcool. Il va peut-être compenser au début, mais après une phase de rééquilibre, il va redevenir, il va trouver son poids de base. Moi, j'ai 2 questions à vous poser. La première concerne l'emploi que vous avez employé pour dire à quelqu'un qu'il est alcoolique. Quelle différence ça fait de dire à quelqu'un, vous êtes un alcoolique et il faut prendre votre problème en charge, et le fait de cette longue définition que vous avez employée. La deuxième question est plus particulière. Sur 100 personnes alcooliques que vous soignez, les bariatriques mis à côté, sur 100 personnes que vous soignez, avec tout ce que vous avez comme organisation, qu'est-ce que vous avez comme rendement positif? Pour le bypass? Comme succès. Hors bypass gastrique. Hors gastrique. Oui, oui, comme succès. Donc, dans notre unité d'alcoolologie, nous avons quand même un peu plus de succès avec la prise en charge psychosomatique par rapport à d'autres études. Pourquoi? Parce que la plupart des unités d'alcoolologie sont des unités psychiatriques avec une prise en charge purement psychologique, psychiatrique, et d'autres n'ont pas ils n'ont pas cette approche psychosomatique. Est-ce que je lis dans les études où la prise en charge psychosomatique intégrée et sur le long cours est beaucoup plus efficace que la prise en charge plic-ploc, sevrage, faites votre chemin sur la motivation seul après. C'est beaucoup plus efficace, cette prise en charge psychologique intégrée avec une prise en charge physique, et d'offrir aux patients la possibilité d'avoir un suivi sur le long cours. Ne fût-ce que de voir le patient après une période d'abstinence de 2 ans, de revoir le patient une fois par an. Cette petite piqûre de rappel, elle est efficace. Et donc, rendement, je dirais que 80%, non, je suis peut-être trop optimiste, 3/4 de nos patients sont abstinents à 1 an.
Oui, donc vous n'avez pas d'expérience à plus loin. J'ai une expérience de 6 ans. Et à 6 ans. Je ne sais pas vous dire, mais je dirais 50% des patients, un tiers des patients, un tiers des patients sont abstinents à 6 ans dans notre cohorte. On t'entend pas. Dans les études sur les transplantations du foie chez les patients cirrhotiques alcooliques, dans les unités qui s'occupent de l'addiction à l'alcool, il y avait plus de 80% qui étaient abstinents à l'alcool en post-transplantation, et une grosse partie de ceux qui consommaient de l'alcool, c'était des quantités, disons, négligeables pour le foie. C'est ça. Après, il faut voir c'est quoi il y a quand même des l'efficacité. effets. Moi, je ne considère pas un lapse comme un relapse, une chute comme une rechute. Ça dépend tout petit peu de ce qu'on considère comme rechute, mais quelqu'un qui se reprend très rapidement de un verre ou deux, ça pourrait, dans les études, ça pourrait être considéré comme rechute ou pas nécessairement. Ça dépend des études. Mais notre unité, je pense qu'il y a quand même un succès assez, surtout considérer la maladie qu'elle est et le taux de succès de 80% de rechute à 1 an, nous avons quand même des meilleures données. Et travailler sur le GLP-1. Enfin, moi j'ai plusieurs patients qui sont traités en effet par Ozempic qui en plus disent ah, mais j'ai plus envie de boire de l'alcool. Et ils se dépriment peut-être aussi. Non, même pas. Non, parce qu'en principe, Ozempic, il y a quand même un certain taux de dépression aussi qui est rapporté dans les effets C'est secondaires. exact. Hein. Oui, 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 tout à fait. Donc, le GLP-1, il y a des études avec le GLP-1 pour l'addiction à l'alcool et pour d'autres addictions. Je pense qu'aux opiacés et cannabinoïdes, j'ai pas de données, tout est dans la recherche, mais il y a effectivement, en effet, du GLP-1 sur plusieurs domaines, des effets pléiotropiques comme pour les estatines, que sont indépendants de la perte de poids et que sont indépendants. Et donc, on voit très bien qu'il y a un dialogue entre les neurotransmetteurs et le cerveau. Donc, peut-être que je reviendrai avec la microbiote et le GLP-1. OK. Alors, c'est vrai que, comme tu l'as bien montré, tout ça est extrêmement intégré. Il n'y a pas un facteur qui est le facteur dominant. Je pense notamment l'influence sociétale ou familiale. Voilà. Et avec quand même la mauvaise habitude de faire boire, parce que c'est la coutume dans une famille, les enfants, de boire assez tôt. Et donc, ça, c'est sûrement quelque chose à proscrire. Maintenant, ce que tu disais, avec le taux de succès important chez des patients qui ont été greffés, plus on est malade, plus on se rend compte que c'est pas bon. Et c'est la même chose avec la cigarette. Tu as des patients qui ne sont jamais parvenus à supprimer, pas tout à fait d'accord. Bon, OK, mais qui ne sont jamais parvenus à arrêter de fumer, ils font un infart et puis ils ne fument plus sans traitement particulier. OK. Non? Pas tout à fait vrai? vrai. C'est vrai, c'est pas vrai. OK. Ça dépend Alors, de la Damien. motivation. Question par rapport à la substitution vitaminique en prévention. La substitution? Vitaminique, Oui. donc la thiamine, pas évidemment chez les patients qui ont des symptômes neuro ou chez qui on suspecte un gaz verniqué, mais à Saint-Luc, on disait qu'il n'y avait plus d'intérêt à substituer un intraveineux par rapport au péros. Et donc ici, on voit quand même monter souvent des urgences avec de la thiamine IV en prévention. Donc, dès Je que sais le pas patient a une voie orale Oui, impeccable, pas besoin d'IV. a priori, s'il n'y a pas de carence en L'absorption, vitamine. elle est efficace. Non, c'est aussi adapté au type de situation, parce qu'il ne faut pas oublier non plus les autres carences en vitamine B. On oublie parfois la vitamine PP, et puis avec des carences en vitamine PP qui peut être important. Écoute, moi, tout ça me ramène quasi 50 ans en arrière. On avait une unité à Bruckmann où effectivement la prise en charge mixte, somatique et psychiatrique était adaptée, mais à l'époque, la période d'hospitalisation était de mémoire de 3 semaines. Les doses de Valium, c'était pareil. On devait leur faire boire beaucoup. Et je pense que c'était peut-être une erreur de leur faire boire. On leur faisait boire du jus d'orange en quantité. Alors, est-ce que ceci va induire le déplacement de l'alcool vers le sucre? Voilà. Donc, c'est Il y a beaucoup de vitamines, beaucoup de ouais, voilà. Donc, c'est peut-être pas si mauvais. Et là, je me souvenais, c'était
le père du professeur Burbank, qui maintenant est lui aussi retraité, qui s'occupait de cette unité. Et chez les patients extrêmement dépendants physiquement, il dit, vous ne pouvez plus avoir chez vous la moindre boisson alcoolisée, et y compris des parfums, parce qu'il avait des cas qui racontaient où, ne trouvant rien d'autre, les patients prenaient ce qu'ils avaient qui pouvait ressembler à de l'alcool. Et donc finalement, on comprend beaucoup mieux ce qui se passe maintenant, mais on se débrouillait pas mal il y a 50 ans. Je pense que pour ces patients forts récidivants, il faut s'appuyer sur la neuroréhabilitation, sur la réhabilitation cognitive. Il faut donner à ces patients la possibilité de travailler avec un neuropsychologue, avec une équipe de Et notamment neuropsychologues. la cognitivo-comportementale peut faire du bien. Exactement, pour aller bien travailler, cibler à leurs fonctions que sont abîmées. OK. Eh bien, merci beaucoup, Anna-Sophia. plaisir. Donc, on te Merci. réinvitera sûrement pour la suite. Merci.